Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne le capteur d'un appareil photo, autrement dit comment est-ce qu'un boîtier photo transforme une scène qui se trouve devant nous dans la vie réelle en une photo numérique pixelisée. Allez en avant, gagnons. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à un article beaucoup plus complet sur le même sujet. Et aussi en description ou en haut à droite de la vidéo, vous pouvez vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir tout ça, cliquer dessus et à vous y inscrire. Capteur d'appareil photo et lumière. Un appareil photo est composé de deux grandes parties. On a l'objectif et le boîtier photo. La lumière est composée de photons qui passent à travers l'ouverture de l'objectif, aussi appelé diaphragme, pour arriver sur un capteur qui est logé du coup dans le boîtier. Lorsque les photons entrent en collision avec certains matériaux, comme les capteurs CMOS en silicium, des photoélectrons sont libérés du matériau du capteur. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet photoélectrique. Et une partie de ces photoélectrons, les électrons libres, va donner une information sur l'intensité lumineuse de la lumière. Autrement dit, cela va indiquer si la lumière est plus ou moins claire, mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Et cette lumière va aussi passer à travers un filtre de couleur, ce qui va donner une information sur la couleur de la lumière, mais là aussi j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Le temps de pause définit la durée pendant laquelle ces informations lumineuses sont collectées par le capteur. Et l'ouverture joue aussi sur la quantité de lumière reçue par le capteur. On pourrait comparer ça à un robinet d'eau. Si on le laisse ouvert longtemps, donc ça reviendrait au temps de pause, on fait sortir plus d'eau au total. Et si on ouvre plus le robinet, ce qu'on pourrait comparer du coup à l'ouverture d'un objectif, eh bien on fait là aussi sortir plus d'eau. En raison de ses performances supérieures, et notamment en conditions de basse luminosité, et de son coût de production aussi plus faible, eh bien le capteur CMOS est présent dans presque tous les boîtiers numériques modernes. Photosite et pixels en photographie. Les électrons libres, produits suite à l'effet photoélectrique qu'on a vu juste avant, sont collectés et comptés par les photosites qui composent le capteur. En effet, un capteur de boîtier photo contient des millions de photosites. Ce sont des petits carrés de tailles identiques, ordonnés en grilles rectangulaires. Les photosites composant le capteur sont si petits qu'il est impossible de les voir individuellement à l'œil nu. Finalement, un photosite, c'est un petit peu l'unité de base du capteur, et c'est une sorte de petit seau qui permet de collecter et de transmettre des informations lumineuses. L'information lumineuse est par la suite convertie en un signal électrique, et la sensibilité ISO va déterminer l'amplification ou non de ce signal. Puis, ce signal électrique sera converti en signal numérique. Puis ces informations numériques vont être stockées dans la mémoire tampon. Donc la mémoire tampon, on s'en rend pas bien compte sauf quand on est en mode rafale. Quand on prend trop de rafales, trop de photos en rafale à la suite, eh bien c'est la mémoire tampon qui peut limiter notre rafale. Et ensuite, du coup, ces informations, elles vont être stockées dans une carte SD, donc une carte mémoire, et ça sous forme de fichier image, de fichier photo. Globalement, c'est pas tout à fait vrai, mais un photosite va donner naissance à un pixel qui sera d'une couleur bien précise, donc du système RGB rouge, vert, bleu, et d'une tonalité précise aussi. Et la combinaison de millions de petits pixels de couleurs et de tonalités différentes va créer notre photo. Pixels, photographie et exposition. Dans ce schéma, on a représenté les pixels composant une photo. Imaginez par exemple que c'est une scène du monde réel que vous voyez sur l'écran LCD derrière votre boîtier en mode live view par exemple, ou même tout simplement une photo que vous voyez sur votre écran d'ordinateur. Bon alors, dans ce schéma, il n'y a pas des millions de carrés, mais c'est schématique. Lorsqu'on commence à zoomer sur le rectangle rouge, on va commencer à discerner de plus en plus les pixels qui composent la photo. À un certain niveau de zoom, on se rapproche tellement qu'on peut discerner chaque pixel individuellement. Ils sont si petits qu'ils ne contiennent aucun détail, seulement une couleur combinée à un ton unique. Et la combinaison de tous ces petits carrés colorés produit la photo. Si on résume un petit peu tout ça, la photographie numérique, c'est le processus d'enregistrement des couleurs et des tons du monde réel grâce à des photosites qui convertissent les informations lumineuses en signal électrique, puis en pixels qui vont composer la photo. Lorsque l'exposition est correcte, donc temps de pause, ISO et ouverture réglés correctement, chaque photosite du capteur recueille et enregistre la couleur exacte de ce qu'il capte, ce qui produit un pixel exact de la réalité. Lorsque l'exposition est incorrecte, et donc les réglages aussi, la photo numérique ne correspond pas à la scène photographiée. C'est pourquoi, sauf exception, comme par exemple pour une photo de silhouette où on va chercher à sous-exposer le sujet, l'exposition d'une photo est une étape uniquement technique. C'est la collecte optimale de l'information lumineuse. L'artistique vient avant avec la composition et la pose, et après au développement. L'objectif du photographe est donc de sélectionner les réglages corrects de l'appareil photo
pour exposer correctement et transmettre ces informations avec précision et exactitude afin de produire un fichier photo optimal pour le développement. Et bien sûr, tout ce que je viens de dire, c'est valable uniquement si vous faites du développement et du coup pas si vous prenez en JPEG, uniquement si vous prenez vos photos en RAW et que vous faites du développement par la suite. Un fichier photo brut optimisé correctement et donc optimisé au niveau de l'exposition, il va renfermer plus de potentiel. Boîtier, capteur et mégapixels. Alors les boîtiers photo, ils sont souvent classés en fonction du nombre total de pixels que leur capteur peut produire. On parle souvent de mégapixels notés MP, par exemple un capteur de 24 mégapixels de 24 MP. Ce qui signifie du coup un capteur d'environ 24 millions de photosites. Et donc méga ici signifie 1 million et donc 1 mégapixel est égal à 1 million de pixels qui est égal du coup à environ 1 million de photosites. Par exemple, un Canon 70D affiché à 20,2 mégapixels, donc 20 200 000 pixels, produit à sa qualité maximale une photo de 5472 pixels de large par 4912 pixels de hauteur, soit à la fin au total quand on multiplie les deux dimensions, une photo de 19 961 856 pixels. Parce que comme je vous le disais, en réalité, un photosite n'est pas vraiment égal à un pixel, ça c'est la version simplifiée. On aura toujours en fait moins de pixels que de photosites, car plusieurs photosites sont utilisés et réutilisés pour faire un pixel. En fait, un photosite va utiliser des photosites voisins pour faire un pixel. Et là, vous devez vous poser la question triviale que tous les photographes se sont posés un jour dans leur vie, est-ce que plus de mégapixels, c'est mieux? Eh bien, ça dépend. Déjà au niveau des capacités en faible luminosité, plus de photosites pour une même surface de capteur va produire plus de bruit numérique et va capturer moins de plages dynamiques, donc moins de détails dans les valeurs tonales extrêmes. Mais du coup, plus de photosites avec un capteur aussi plus grand au niveau de sa surface, eh bien là on aura de meilleures performances en basse luminosité. Si vous comptez faire des expositions ou faire des impressions grand format, où vos photos impliquent souvent des recadrages au post-traitement, eh bien dans ce cas-là, un plus grand nombre de mégapixels peut être pertinent. Et plus de pixels sur une surface de capteur adaptée implique généralement aussi plus de finesse dans la capture des détails d'une photo. Mais si vous vous contentez de partager vos photos en ligne ou de produire des impressions normales, dans ce cas, ce sera pas forcément un grand intérêt d'avoir plus de mégapixels. Détermination de la tonalité des pixels. Comme on l'a déjà vu, le nombre d'électrons collectés par chaque photosite va déterminer la luminosité d'un pixel. On parle aussi de luminance ou de valeur tonale. Et cette luminance, elle fonctionne sur une échelle allant du noir au blanc. L'échelle du noir au blanc est aussi connue sous le nom de gamme tonale ou échelle tonale ou plage dynamique. Ce graphique schématise la gamme des tons et le nombre d'électrons nécessaires pour créer chaque valeur tonale. Ici, le nombre d'électrons est inventé et n'a pas d'importance. Le but de ce schéma, c'est juste de visualiser le concept. Et donc, dans notre exemple schématique, le seau du photosite 1 a collecté 8 électrons, produisant une valeur tonale sombre. Le seau du photosite 2 a recueilli 22 électrons, produisant une valeur tonale claire. Et le seau du photosite 3 a recueilli 13 électrons, produisant une valeur tonale moyenne. Le nombre d'électrons collectés par chaque photosite produit une valeur tonale correspondante pour 1 pixel. Mais le nombre d'électrons ne permet pas de déterminer la couleur du pixel. C'est pourquoi un filtre de couleur est placé sur chaque photosite afin de déterminer la couleur du pixel. J'y reviendrai plus après dans la vidéo. Signal numérique, surexposition et sous-exposition. Chaque électron produit suite à la collision d'un photo contre le capteur porte une petite charge électrique. Plus le nombre d'électrons collectés par un photosite est élevé, plus le seau du photosite contient de charges électriques. Et plus un photosite collecte d'électrons, plus le signal créé est fort. Lorsqu'un photosite est rempli à ras-bord d'électrons créant le signal maximal, comme le photosite est plein, il ne peut plus collecter d'informations lumineuses supplémentaires. La valeur tonale correspondante est blanche, ce qui produit un pixel blanc sur la photo. Et c'est ce qu'on appelle un pixel entièrement saturé. En photographie, on parle de pixels écrêtés, cramés ou encore surexposés. Et aucune des informations que le pixel a recueillies avant le remplissage ne peut être récupérée ou utilisée dans la photo finale. Les informations ont disparu à jamais. Lorsqu'un photosite ne contient pas d'électrons, il ne produit aucun signal. La valeur tonale correspondante est noire, ce qui produit un pixel noir dans la photo. Comme le photosite est vide, il ne peut pas collecter d'informations lumineuses. En effet, il n'y a pas d'informations à collecter. C'est ce qu'on appelle un pixel entièrement désaturé. En photographie, on parle de pixels bouchés ou sous-exposés. Aucune information n'a été recueillie par le pixel, et l'information ne peut pas être inventée ou créée dans la photo finale, car elle n'a jamais existé. Capteur et détermination de la couleur. Comme on l'a déjà vu avant dans la vidéo, les informations relatives à la couleur ne peuvent pas être déterminées directement par le nombre d'électrons recueillis, et c'est pourquoi un filtre de couleur est placé sur chaque photosite.
La plupart des capteurs CMOS utilisent un filtre de Bayer. C'est une grille qui recouvre le capteur et elle est composée de 3 couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Un seul filtre d'une couleur spécifique recouvre un seul photosite. Au niveau de la répartition des filtres de couleur, on a 50% de photosites recouverts d'un filtre vert, 25% des photosites recouverts d'un filtre rouge et 25% des photosites recouverts d'un filtre bleu. La couleur de chaque pixel est déterminée par la couleur de la lumière qui traverse ce filtre. La lumière rouge va passer à travers les pixels filtrés en rouge mais pas la lumière verte et bleue. La lumière bleue va passer à travers les pixels filtrés en bleu mais pas la lumière rouge et verte, etc. etc. Chaque photosite va donc recueillir les informations de couleur primaire du filtre rouge, vert ou bleu qui lui est attribué, ainsi que le nombre d'électrons collectés dans le seau du photosite qui va déterminer la valeur tonale du pixel. En utilisant ces informations et une série d'algorithmes et d'interpolations, l'appareil photo peut déterminer la couleur contenue dans chaque photosite. La précision et l'exactitude avec lesquelles ces informations sont communiquées et affichées dans l'image finale sont déterminées par la profondeur de bits. Donc c'est un truc dont je ne vais pas parler dans cette vidéo, la profondeur de bits, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo sur le fonctionnement du capteur des appareils photo numériques, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un like, à vous abonner pour qu'on reste en contact, et aussi à mettre un commentaire éventuellement pour les plus bavards d'entre vous. Je vous encourage à faire ces actions, car comme ça permet de mettre en avant la vidéo, et du coup aussi de rendre la chaîne plus visible, et moi ça me permet du coup de continuer les vidéos. Donc merci à tous ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle qu'en description vous avez accès à un article plus complet sur le même sujet. Et en description ou en haut à droite de la vidéo, vous avez aussi accès à une formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite donc à vous y inscrire si le sujet vous intéresse. Moi je vous laisse ici à votre capteur photo et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.